Oui, bonjour à tous. Désolé de ce petit intermède qui vous permet de souffler. Donc mon nom est Hervé Glazel, je suis neuropsychologue et j'ai fondé un certain nombre d'écoles à Paris qui accueillent des enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages. C'est dans ce contexte que j'ai été convié pour échanger avec vous sur cette expérience, sur les outils que nous manions et sur les bénéfices et les limites que nous pouvons trouver aux différentes technologies d'assistance que nous proposons à nos élèves. Donc, si vous voulez, la question de l'accessibilité scolaire est une question complexe parce qu'elle se heurte à un certain nombre de, comment dirais-je, de conceptions des enseignants en particulier, des parents aussi, des élèves, voire même des élèves. Et il va falloir pouvoir lutter, voire contourner en fait ces stéréotypes et ces idées autour donc de l'accessibilité scolaire. En réalité, l'élève en situation de handicap va se heurter à deux types de difficultés. D'une part, soit le contenu est inadapté, c'est-à-dire en fait les compétences ou les connaissances qu'on cherche à transmettre à l'enfant ne sont pas adaptées à son âge ou à ses besoins. Et puis, une autre type en fait, de difficulté, c'est une présentation, c'est-à-dire une manière de proposer les apprentissages qui ne correspondra pas à ses, comment dirais-je, à la fois ses compétences et à ses difficultés. Donc, afin en fait de réduire, si vous voulez, le désavantage d'un enfant en situation de handicap, il va falloir effectivement réduire cet espace entre, d'une part, si vous voulez, les besoins en termes de contenu de l'enfant et par ailleurs ses besoins en termes donc d'accessibilité du format des apprentissages. Alors évidemment, pour nos auditeurs ici malvoyants, il est évident que la question de l'accessibilité du format est fondamentale et c'est en fait une difficulté qui est encore renforcée chez les enfants en situation de handicap invisible, puisque à ce moment-là, on ne voit pas que ces personnes, on ne le sait pas, que ces personnes sont dyslexiques, dyspraxiques, ont une difficulté attentionnelle, ont un trouble neurovisuel. Et donc, la sensibilité qu'on peut avoir par rapport à l'adaptation des supports qu'on va leur proposer, donc cette sensibilité va diminuer. Donc, il va falloir véritablement accompagner les enseignants et aussi les parents pour leur faire comprendre que véritablement, ce qui va compter, c'est les contenus des apprentissages et non pas, en fait, le format de ces apprentissages. Or, au quotidien, on constate que professionnel comme environnement familial fait un amalgame entre, d'une part, ce qu'on cherche à transmettre à l'enfant et, d'autre part, la manière dont on va le transmettre. Trop souvent, un enseignant va se retrouver dans une difficulté à accepter qu'un enfant peut véritablement apprendre les mêmes notions sans passer, par exemple, par l'écrit, ne passant que par l'oral, par exemple, en lui lisant les consignes ou en se faisant dicter les réponses. La plupart des professionnels considèrent qu'on va modifier, si vous voulez, les contenus, alors qu'en réalité, on aura cherché simplement à ajuster le format. Donc véritablement, cette sensibilité à cette notion, d'une part, de nature du contenu et de format sous lesquels on présente ces contenus, voilà, cette sorte de concept doit encore être renforcée auprès des professionnels, voire des familles, pour véritablement arriver à cette notion d'accessibilité scolaire pour les enfants en situation de handicap. Alors, donc, bien entendu, ajuster le contenu, c'est ajuster les contenus aux moyens cognitifs de l'enfant en termes de complexité, de capacité d'abstraction et de raisonnement. C'est la première chose évidente, c'est de s'assurer en fait que ce qu'on va transmettre à l'enfant correspond à ses moyens à ce moment-là et que les prérequis sont véritablement maîtrisés. Mais l'idée, si vous voulez, c'est aussi de se dire, est-ce que ce qu'on va chercher à transmettre à l'enfant à ce moment-là est fondamental pour la suite
finalement des compétences qu'on va chercher à lui transmettre. Par exemple, en fait, pour des enfants qui sont en situation de handicap type trouble des apprentissages, on va se retrouver devant des programmes scolaires, typiquement ceux de l'éducation nationale française, qui sont pléthoriques, qui sont massifs, qui vont véritablement, comment dirais-je, avoir une amplitude très large. Et il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui est fondamental à ce moment-là pour l'enfant, pour pouvoir continuer à progresser dans ses apprentissages sans être bloqué, sans en fait surcharger, si vous voulez, cet enfant. Tout simplement parce que l'enfant en situation de handicap, évidemment, est plus fatigable, évidemment, passe son temps à chercher à contourner des difficultés. Donc, il va falloir chercher à ajuster la nature des contenus pour viser l'essentiel qui sera nécessaire ici et maintenant et sur le long terme. L'accessibilité doit être fait par rapport véritablement à un objectif ambitieux. C'est là où on se retrouve, là aussi, sur un besoin particulier des enseignants, à qui on doit véritablement faire penser à, finalement, quel est le niveau d'ambition qu'on va transmettre à ces enfants. Si on est moins 10 ans, si on propose des choses qui sont certes adaptées, certes plus accessibles, mais qui réduisent l'exigence, eh bien, effectivement, on ne donnera pas toutes ces chances à l'enfant. Toujours cette question d'équilibre entre l'accessibilité, contenu et format, et d'autre part, les moyens de l'enfant dont il est question. Donc, l'accessibilité des contenus, c'est aussi travailler sur des questions de vocabulaire, de syntaxe, véritablement pouvoir penser la manière dont on va formuler ces apprentissages pour les rendre le plus accessibles possible. Alors le format, bien entendu, une fois qu'on a traité cette question de qu'est-ce qu'on va transmettre à l'enfant, quelles sont les notions fondamentales, avec quelle intensité on va les présenter et comment véritablement on va les structurer et les formuler, il y a la question du format de l'information. D'une part, les contenus, je me répète, et d'autre part, finalement, le format de ces informations. Alors, véritablement, ça nécessite un processus d'élucidation. Un enfant en situation de handicap, quels vont être d'abord ses points forts? On s'appuie toujours sur les points forts, donc nécessité de clarifier ce qui va être le plus pertinent pour l'enfant. Est-ce que c'est son langage écrit? Est-ce que c'est son langage oral? Est-ce que ce sont ses compétences visio-spatiales qui sont au premier plan de ses compétences? Ou au contraire, ça va être véritablement ses points de fragilité? Donc s'appuyer évidemment sur les points forts en cherchant à contourner les difficultés, sans bien entendu modifier la nature des concepts qu'on va chercher à transmettre. Ce point va devoir être complété par une attention particulière aux fonctions transverses nécessaires lors des apprentissages. Ces fonctions transverses, ça va être qu'on utilise, qui vont infiltrer tous les apprentissages. C'est les questions liées à la mémoire, mémoire immédiate. Je donne un exemple. Si nous travaillons avec des enfants dyslexiques, ça peut être la même chose avec un enfant malvoyant, et qu'on va travailler à l'oral pour contourner la notion donc de l'écrit et donc ou de la perception visuelle. Eh bien, en fait, il va falloir être extrêmement vigilant au fait que la mémoire immédiate est limitée. Plus encore, la mémoire de travail. Si en fait on lit à l'enfant l'énoncé, ce n'est pas la même chose que d'avoir l'accès, la possibilité, le recours à retourner vers la trace écrite. Donc il va falloir en fait pouvoir lire, voire relire et s'assurer que l'enfant a bien pu retenir la consigne. Sinon, on va totalement saturer la mémoire immédiate ou la mémoire de travail, et ce qui empêchera en fait l'enfant de réussir la tâche. Donc, rester sensible à ces questions d'aptitude transverse quand on adapte le contenu des apprentissages sous une forme accessible. Capacité attentionnelle, le docteur Carl Ligneron tout à l'heure en fait évoquait ces questions de saturation attentionnelle. Ça ne veut pas dire que ces enfants ont des troubles attentionnels, mais que si une étape du traitement sature leur capacité attentionnelle, c'est tout le reste qu'ils n'arriveront pas à faire, et à ce moment-là, les tâches qu'on leur demandera de faire vont juger de leurs troubles et non pas de leurs compétences, puisqu'on va véritablement déborder leur capacité attentionnelle. De même, dans les questions en fait d'adaptation et de format, il va falloir s'assurer des possibilités de l'enfant en termes de planification, d'inhibition sélective, toutes les fonctions exécutives, comment organiser ses compétences de façon à ce que l'enfant qui n'a pas accès à un format standard typiquement écrit, par exemple, puisse malgré tout organiser son travail et sa pensée. Donc les principes généraux de l'accessibilité pédagogique pour les enfants en situation de trouble des apprentissages.
c'est tout d'abord en fait d'éviter la surcharge cognitive, je viens de le dire, en termes attentionnels, en termes de mémoire de travail, en termes de fonction exécutive, de ne pas déborder les compétences, même si elles sont normales de l'enfant, mais comme l'enfant n'a pas accès éventuellement, par exemple, je l'ai dit, au langage écrit, à ce moment-là, il peut être débordé. Il faut, deuxièmement, et on en a déjà parlé, éviter les doubles tâches, éviter à l'enfant en fait, de faire deux choses en même temps, écrire et faire attention à l'orthographe, quand il y a une dysorthographie sévère, quand il y a un trouble moteur ou un trouble praxique, puisqu'à ce moment-là, le geste va être tellement coûteux qu'il va encombrer l'ensemble des capacités attentionnelles de l'enfant, et la visée, une fois de plus, pédagogique, par exemple de s'assurer de la capacité de l'enfant de mobiliser la représentation orthographique des mots, eh bien on ne pourra plus en juger, puisque l'enfant sera gêné par la manière dont on lui demande sa réponse. Attirer l'attention de l'enfant sur les éléments clés pour la tâche, et donc de pouvoir véritablement, on sait que apprendre, c'est focaliser l'attention de l'enfant sur ce qui fait sens pour la tâche, et donc être capable pour l'enfant en situation de handicap de focaliser. Ça peut être en fait par la voix, comme je suis en train d'essayer de le faire quand je vous parle, j'appuie sur les mots clés de mon discours. Il est important en fait que l'enfant bénéficie de ce type d'appui. Donc ça veut dire aussi créer des anticipations, donc des supports pédagogiques qui vont aider l'enfant à savoir comment les compétences ou les connaissances vont être organisées, pour lui permettre en fait des anticipations qui vont alléger son traitement. Et donc proposer enfin des outils d'aide qui permettront à l'enfant de contourner ces difficultés. C'est cet ensemble, si vous voulez, de concepts qui vont aider les enfants en situation de handicap, quels qu'ils soient. C'est vrai pour le handicap sensoriel ou moteur, mais c'est vrai aussi pour les troubles des apprentissages qui, par ailleurs, sont des troubles invisibles et donc parfois dont on ne tient pas compte. Donc comment, en fait, on va permettre cette accessibilité des contenus, je l'ai dit, par tous ces concepts que je viens d'évoquer, mais aussi donc par des outils, mais ça on vous en a déjà parlé. Je vais rapidement en fait les reprendre. La mise en forme des contenus va être fondamentale. Il faut que cette mise en forme des contenus puisse aider tous les enfants d'un même environnement. Dans l'école que j'anime, nous avons des classes de 12 à 15 élèves qui accueillent des enfants 10, qui ont une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie, un trouble de l'attention. On ne va pas proposer des supports différents à chaque enfant. On va proposer un commun dénominateur qui va permettre à tout enfant qui aurait un trouble neurovisuel ou qui aurait un problème de lecture de contourner sa difficulté. On peut aider les enseignants à fabriquer ces supports avec un certain nombre de critères de base simples qui rentrent en fait dans leurs compétences. Un enseignant est un spécialiste de la pédagogie, il va aisément s'approprier quelques concepts de base sur la présentation visuelle d'un support et ça va lui permettre rapidement d'ajuster l'essentiel de sa pédagogie auprès des enfants qui lui sont confiés. Donc par contre, si l'enseignant passe 3 heures à recopier un texte, ça va le gêner. Donc on lui propose par exemple des logiciels de reconnaissance de caractère pour facilement reprendre un texte complet, de changer de format, changer en fait de police, changer d'écartement des mots, des lignes, des caractères, qui va lui permettre aussi rapidement d'organiser la page, de faire attention à ne pas mélanger les images avec le texte, bref, d'utiliser toute une série en fait, d'outils de base assez simples, assez traditionnels, parce que si on propose des choses trop compliquées à l'enseignant, il aura beaucoup de mal finalement à faire son travail et il sera lui-même en situation de débordement dans sa mission et n'arrivera pas véritablement à proposer les apprentissages sous la forme acceptable par l'enfant. Ma collègue donc Carole Union parlait du cartable de Manon, qui est une trousse à outils qui reprend un certain nombre de ces concepts-là et qui vont aider les enseignants à préparer des supports pédagogiques. Je vais juste illustrer avec un exemple pour les troubles de la lecture qui peuvent servir aussi bien pour les dyslexiques que pour les enfants qui ont un trouble de malvoyance. Évidemment, il y a des outils low-tech. Ça va être par exemple travailler à l'oral, mais on l'a dit, en étant très vigilant quant à la surcharge cognitive de l'enfant, puisque l'immense bénéfice et le coup de génie de l'écriture, c'est de rendre en fait le langage visible et de créer une mémoire externe. Si on ne bénéficie pas de cette mémoire externe, il va falloir compenser à l'oral en lisant, relisant la consigne et s'assurant que l'enfant ait bien tout ça en tête. Donc s'assurer de la surcharge de la mémoire de travail, s'assurer de la compréhension de l'enfant et enfin les outils technologiques.
Ces outils, on vient d'en parler, hein, le retour vocal. Alors, il est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce qu'il est acceptable d'utiliser comment dire, une voix de synthèse, une voix de crécelle, si vous voulez, qui va en fait gêner l'enfant si, comment dirais-je, si le texte est trop long? C'est toute une question, si vous voulez, d'équilibre. Pour un texte très court, on voit très bien qu'il y a une bonne acceptabilité des voix de synthèse par l'enfant. Pour des textes complexes, pour des textes, je dirais, pour des romans ou pour des textes littéraires, évidemment que tout ce qui est dans la prosodie, tout ce qui est en fait dans le contour intonatif de la voix, ça va véritablement être fondamental pour la compréhension du texte. Donc, trouver le bon point d'équilibre dans tout ça. Le grand avantage de ces outils, c'est qu'ils sont pour la plupart gratuits, accessibles, et donc ça ne surcharge pas le coût économique pour les familles et pour les écoles de ce type de, comment dirais-je, d'outils. Il y a aussi maintenant un certain nombre d'outils que nous avons mis en œuvre parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que tout ce qui pouvait être dictée vocale, tout ce qui pouvait être autour donc, des outils type Dragon pour les enfants très dysorthographiques ou qui avaient un trouble moteur ou un trouble praxique, très difficile pour eux d'utiliser ces outils de reconnaissance vocale, et nous favorisons, par exemple, des copies orales, c'est-à-dire que l'enfant, directement sur le papier, en fait, a un petit icône qui lui permet d'enregistrer sa réponse en voix naturelle, et donc l'enseignant ramasse une copie orale qui pourra corriger comme celle des autres. Cela permet en fait à la fois donc de s'appuyer sur les points forts de l'enfant sans le surcharger, lui demander d'utiliser des outils complexes et d'avoir en fait un travail trop décalé par rapport à ses pairs. Voilà en fait un exemple d'adaptation par rapport à tous ces concepts dont on a pu parler au cours de ce séminaire. Je vous remercie de votre attention.